Bienvenue dans Bioréflexion, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et chercheurs qui nous éclairent sur l'agriculture biologique. Le podcast est réalisé par la chaire agriculture biologique, portée par Bordeaux Sciences Agro. Dans cet épisode, nous accueillons Chloé Van Baelen, chercheuse en physiologie animale, qui a travaillé pendant 3 ans au sein d'une unité de recherche à l'INRAE Bretagne-Normandie, qui s'intéresse au système d'élevage et à la qualité de la viande. Chloé a obtenu sa thèse en décembre 2024, et c'est ce travail qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Bonjour Chloé. Bonjour Kimberly. Bienvenue dans Bioréflexion et merci de prendre le temps de partager ton travail avec nous. Dans ta thèse, tu t'es intéressée à l'élevage porcin en agriculture biologique et tu t'es demandé comment par le changement de pratique, et notamment par la non-castration et le changement d'alimentation, on pouvait améliorer la qualité de la viande. Alors avant de rentrer dans les résultats de tes travaux, j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours d'études ou personnel à t'intéresser au sujet de l'agriculture biologique et au sujet plus spécifique de ta thèse ? Alors déjà, merci de m'accueillir ici. Et pour répondre à cette question, j'ai toujours été sensibilisée par mon éducation à cette alimentation bio spécifiquement. J'ai été aussi en même temps intéressée par la microbio, d'où mon envie de faire de la recherche. Donc j'ai commencé la faculté pour une licence de biologie générale. Et en fait, j'ai très vite été amenée à vouloir allier et la microbio et l'alimentation. Et donc, je me suis tournée vers un master de produits de terroir et produits de qualité dans lequel j'ai pu découvrir ce que c'était ces produits de qualité avec les cahiers des charges spécifiques. Et le sujet de thèse est venu à moi comme un peu une révélation où je me suis dit, en fait, c'est parfait, je vais pouvoir allier vraiment mes deux compétences. Et donc, à ce moment-là, je n'avais pas de connaissances spécifiques de l'élevage, mais c'était l'opportunité de faire la thèse. Et donc, je me suis lancée sans regret dans cette aventure. Ok, donc ni de connaissances spécifiques sur l'agriculture biologique ou un peu avec le master Alors, un peu avec le master, mais sur l'élevage en tant que tel, pas beaucoup. Ok. Alors, pour redonner un peu de contexte sur la filière porcine en AB, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les spécificités d'un élevage de porc bio comparé à du conventionnel ? Alors, ce qu'il faut retenir sur ce cahier des charges, et notamment sur la partie animale, il y a 3 grands domaines qui sont assez spécifiques et assez intéressants pour nous. Le premier, c'est l'alimentation. Lorsqu'on formule une ration, on a l'obligation d'avoir une alimentation 100% AB, donc avec des matières premières bio, avec au moins 30% dites de local. Local, ça fait référence au territoire national, mais ça fait référence et c'est sous l'emblème local. Concernant le bâtiment, les porcs, ils ont une surface allouée qui est plus grande que la surface en conventionnel, donc ils ont 1,3 m² par porc, qui est souvent en paillé aussi, en litière paillée, et accès à une courette ou à un parcours. En général. Et 3e grand thématique, c'est le bien-être animal. Donc la codectomie, qui est la coupe de la queue, est interdite. L'immunocastration est interdite aussi. Et la castration, elle est autorisée si et seulement si il y a l'utilisation d'un anesthésique et d'un anesthésie et d'un analgésique jusqu'à 7 jours. Mais ça, c'est une pratique qui est aussi utilisée en conventionnel. Ok, et l'immunocastration, qu'est-ce que c'est ? L'immunocastration, c'est l'utilisation donc d'une immunothérapie pour limiter la croissance des hormones sexuelles. Ok. Sur le bien-être animal, du coup, c'est bien de le rappeler parce que c'est une caractéristique de l'agriculture biologique qui n'est pas forcément connue, alors que c'est un des 3 piliers aux côtés de l'interdiction des engrais et pesticides de synthèse et OGM, du côté des cultures, et l'interdiction de colorants et arômes chimiques de synthèse pour la transformation des produits. Donc c'est vraiment un des 3 piliers de l'AB. Donc dans tes travaux, tu t'es intéressé à une pratique dont tu as parlé, qui est très répandue, qui est la castration, qui existe en agriculture conventionnelle, mais aussi en agriculture biologique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les porcs sont castrés et en quoi ça peut être problématique ? Oui, c'est effectivement une pratique qui est utilisée dans n'importe quelle agriculture.
Le principal problème, c'est les carcasses odorantes, puisque les porcs, lorsqu'ils sont pas castrés, ils vont produire pendant la puberté des molécules odorantes. Il y en a deux principales, qui sont l'androsténone et le scatol, qui vont se retrouver dans les tissus adipeux et qui vont donc se retrouver à terme dans le muscle, et donc qui vont se dégager, c'est des molécules volatiles qui vont se dégager à la cuisson. Ces carcasses odorantes sont problématiques à l'abattoir, puisqu'il y a une dévalorisation commerciale donc, pour l'éleveur. Deuxième inconvénient de la non-castration, c'est que les animaux, donc, pendant la puberté, vont potentiellement avoir des comportements délétères. Ils vont être un peu plus belliqueux entre eux. Ils vont potentiellement se monter dessus, être un peu plus bagarreurs, et donc provoquer des marques sur la carcasse qui peuvent aussi provoquer une dévalorisation commerciale après. Ça, c'est les porcs non castrés. Les porcs non castrés. Donc, Okay. C'est pour ça qu'on castre, pour éviter ces deux problèmes-là. En revanche, lorsqu'on castre, donc on ne peut pas s'affranchir de l'intégrité physique des animaux. On ne sait pas ce qui se passe post-opération. Et donc, pour s'affranchir de ça et pour préserver le bien-être animal, on vise à ne pas castrer, et il existe des solutions. Il y a des avantages à avoir un élevage de porcs mâles non castrés. Et c'est dans cette optique-là, et pour répondre aussi aux problématiques de bien-être animal dans le bio, que mon projet de thèse s'est vraiment tourné, pour essayer de comprendre cet élevage-là et de le favoriser. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ça se fait en partie, le fait de ne pas castrer du coup des mâles en agriculture biologique, ou c'est vraiment une pratique C'est assez rare. Okay. C'est assez rare parce qu'en plus de ça, c'est une tâche qui n'est pas forcément agréable pour l'éleveur à faire, la castration. Donc, ça évite aussi pas mal de problèmes donc, de croissance. Et puis après à l'abattoir. Donc, en général, c'est plus facile de castrer et c'est moins pénible. Ok. Alors, l'objet de tes travaux, il a porté sur l'amélioration globale de la qualité de la viande. Tu m'as dit dans une discussion que le bien-être animal faisait partie en soi des propriétés de la qualité. Donc, on imagine qu'il y a beaucoup de critères derrière ce mot de qualité auquel nous, on peut plutôt penser juste à la qualité sensorielle ou de goût. Est-ce que tu peux nous expliquer donc, qu'est-ce qu'on entend par la qualité de manière globale et quelles sont les différentes propriétés sur lesquelles toi, tu t'es reposé dans tes travaux ? En effet, la qualité, c'est un mot qui est un peu valise. Ça peut être très large. Et en fait, il y a eu un travail par une expertise collective d'INRAE, donc qui a été réalisé en 2020, et qui a défini la qualité à travers 7 propriétés, qui sont la propriété commerciale, technologique, nutritionnelle, organoleptique, sanitaire, d'usage et d'image. Donc, je ne vais pas les détailler, mais en gros, c'est vraiment aller travailler sur toute la filière. Donc, ça va toucher soit le consommateur, soit l'éleveur, ou soit ces deux opérateurs, pour vraiment comprendre la croissance de l'animal, ses performances de croissance, ses propriétés nutritionnelles, son taux d'acide gras, les performances aussi organoleptiques, sensorielles, et tout ce qui est donc d'image avec le bien-être animal et les impacts environnementaux. Donc c'est assez général, et moi je me suis vraiment intéressée à ce concept-là, et c'est grâce à celui-ci que j'ai pu élaborer donc mes travaux de thèse. Alors juste organoleptique, j'en profite, tu peux peut-être préciser ? C'est les propriétés sensorielles. Donc, ça va référer au goût, à la saveur, à l'odeur. Donc, que ce soit, par exemple, pour la viande de mâle non castré, l'odeur, on sait que c'est un peu des odeurs désagréables qui peuvent ressurgir, les odeurs dites de Vera. Okay. Ça, on peut les ressentir. Et puis, forcément, la saveur, ce qu'on va ressentir quand on va manger la viande, pareil, ça fait partie de la propriété organoleptique. Ok. Et alors du coup, est-ce qu'il y a eu des travaux auparavant qui ont été faits justement pour analyser ces différentes propriétés de la qualité ? Alors, pas dans son ensemble. Donc, ça a vraiment posé le concept, cette expertise collective. Et moi, je m'en suis vraiment appropriée pour
pour mes travaux. Et donc, j'ai fait un travail bibliographique à ce niveau-là pour essayer de croiser donc, ces 7 propriétés de la qualité avec des pratiques d'élevage qui étaient mises en place en AB, soit en AB seul, soit en comparaison AB et agriculture conventionnelle. Ça a fait l'objet d'une revue systématique de la littérature et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des lacunes, des manques d'informations sur l'approche vraiment systémique. Il en existait peut-être 2 ou 3 études, dont la mienne, qui vraiment prenait en compte tout ce système de propriété. Donc, c'était innovant à ce moment-là. Et voilà, ça fait partie d'un travail systémique à faire et à prendre en compte pour la suite. Ok. Et du coup, ces différentes propriétés, elles ne sont pas spécifiques pour le porc. Elles s'appliquent à la viande en particulier ou aussi à d'autres aliments? C'était les produits AB, D'accord. cette expertise collective. Donc, ce n'était pas spécifique au porc, non. Et après, il y a eu des articles spécifiques pour la viande tirés de ce consortium-là. Mais voilà, c'est adaptable à chaque produit alimentaire parce qu'on peut facilement moduler ces définitions, ces propriétés en fonction du produit qui nous intéresse. Ok. Alors, on en vient maintenant à l'expérimentation que tu as menée, donc dans le but d'améliorer la qualité de la viande, dans le cas d'un élevage de porc non castré, sous le cahier des charges AB. Quelles ont été les conditions de l'expérimentation que tu as menée et sur quels facteurs, du coup, tu as joué pour améliorer cette qualité? Donc, mon sujet a été soutenu par la région Bretagne et par le programme Métabio qui vise à augmenter la part du bio d'ici à 2050. Et c'est dans ce contexte-là que l'expérimentation animale a été conduite et qui a fait partie d'un CASDAR qui s'appelle Farinelli et qui vise à réduire et à diminuer et à favoriser le bien-être animal dans les élevages. C'est une expérimentation animale qui s'est déroulée, je remets un peu de contexte, en hiver 2021-2022, avec des problématiques d'approvisionnement en matières premières bio à ce moment-là. Donc, ça a été un petit peu compliqué d'aller chercher ces matières premières. Mais voilà, ça s'est fait malgré tout. Donc, ça a été une expérimentation sur l'alimentation animale, comme je l'ai dit, avec une ration 100% AB. Et on voulait vraiment moduler et tester cette alimentation-là, puisque on avait une génétique qui était à faible risque d'odeur, puisqu'on sait que chez les porcs mâles non castrés, on peut moduler ce risque d'apparition d'odeur par l'alimentation, la génétique entre autres. Et donc, on avait fait le choix d'avoir un seul facteur qui était ce facteur alimentaire. Et donc, on s'est concentré sur ça avec environ 80 porcs. Sur une croissance de 6 mois, de la naissance à l'abattage. Ça a été fait dans une ferme expérimentale INRAE qui s'appelle Porganique, entre Poitiers et Niort, au sein du CASDAR Farinelli. Et donc, on a pu mener à bien cette expérimentation. Donc, on a comparé une alimentation dite témoin qui correspondait au cahier des charges bio sur litière paillée avec une courette et une alimentation qu'on a appelée Bio Plus qui était donc en matière première dite locale avec du fourrage, toujours axé en courette et avec la litière paillée. Et on a pu suivre les animaux tout du long de leur croissance et faire des analyses ensuite au laboratoire pour observer les différences ou pas. Et sur l'alimentation, est-ce que tu peux préciser un peu plus? Donc, tu disais matière locale. Oui, matière première locale, bio, forcément. On a, par exemple, mis de la févrole, des graines de lin, de la cameline, pour vraiment apporter en plus un taux de fibres important, puisqu'on sait que plus on a de fibres et plus ça favorise... Du coup, ça limite la sécrétion des molécules et donc des molécules odorantes et donc ce risque d'apparition d'odeur. Et en plus de ça, on a rajouté des acides gras oméga 3 pour diminuer en fait le ratio d'acides gras oméga 6 sur oméga 3 pour se rapprocher des recommandations de l'ANSES qui étaient de 5 à l'époque. Et donc, on a pu favoriser
cette partie propriété nutritionnelle dès le départ, en fait, avec cette ration qui était riche en acides gras et riche en fibres. Ok. Et alors, quels ont été les résultats principaux si on revient sur la définition de la qualité que tu as définie juste avant? Oui. Alors, on s'est rendu compte que notre témoin, en fait, il était déjà bien. Donc, le témoin qui était sur le cahier des charges bio strict. On s'est rendu compte qu'en fait, il répondait déjà à pas mal de critères et qui étaient positifs sur plusieurs propriétés de la qualité. Donc, dans un sens, c'est rassurant. Ce qui est fait aujourd'hui en routine, c'est déjà intéressant. Et on a pu améliorer, ou du moins pas dégrader certaines propriétés grâce à notre ration Bio+. Donc, c'était l'idée aussi de ne pas avoir de dégradation, notamment de croissance des animaux. Comme on travaillait avec des porcs mâles non castrés, ils sont déjà moins gras que les porcs castrés. Donc, il fallait qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de dévalorisation à ce niveau-là aussi pour l'éleveur. Donc, pas de perte économique sur la croissance à ce niveau-là. Pas de carcasse odorante détectée à l'abattoir non plus par la méthode du nez humain. Donc ça, c'est une méthode qui est utilisée dans les abattoirs commerciaux. Donc le but, c'est de chauffer une partie du gras. C'est un opérateur, donc c'est un humain qui va le sentir et qui va définir si c'est déclassée ou pas déclassée, donc si elle reste dans la chaîne ou pas. Donc pour nous, sur cette expérimentation, il n'y en avait pas qui étaient déclassés. Donc pareil, un point très positif. Et voilà, d'un point de vue aussi organoleptique, on n'a pas vu de différence, en tout cas pas de détection de molécules odorantes spécifiques et pas des odeurs dites de Vera qui étaient recherchées donc, pour nous. Et donc, on a aussi, avec la ration, comme j'ai dit, propriété nutritionnelle qui a été dans le bon sens, en fait, améliorée d'office. Donc, on a retrouvé ces mêmes taux dans le muscle par analyse physico-chimique et après. Donc, tu entends quoi par qualité nutritionnelle, plus spécifiquement? Et donc là, c'était vraiment d'avoir nos acides gras et nos pourcentages d'acides gras qui étaient donc les bons acides gras, les acides gras oméga 3, qui étaient en plus grande quantité chez le Bio+, de par la ration. Donc on s'attendait à avoir une amélioration, mais ça a été confirmé par nos analyses. Et donc, comme c'est directement ce qu'on mange, nous, en tant qu'êtres humains, on a ces mêmes taux ensuite. Donc, c'est des bonnes viandes à valeur nutritionnelle ensuite. Et voilà, en favorisant aussi donc la propriété d'image, puisque on a et d'un côté valorisé les matières premières locales, donc on a cette revalorisation des matières premières, et de l'autre côté le bien-être animal qui n'a pas été impacté puisque on a travaillé sur des porcs mâles non castrés. Donc de facto on a pu améliorer conjointement plusieurs propriétés de la qualité, donc en intégrant tout un système en fait de la chaîne de valeur. Ok. Donc que du positif. Donc que du positif. Alors, c'est une question du coup qu'on te pose souvent sur est-ce que tu as pu évaluer l'impact économique, donc du point de vue de l'éleveur, pour savoir si finalement cette expérimentation elle pourrait avoir une place dans le monde agricole, et l'impact environnemental également, puisqu'il y a le sujet de l'alimentation et l'aspect local. Oui, c'est vrai que ça a été une question souvent posée, même à chaque présentation que je faisais pendant ces 3 ans de thèse, surtout sur l'impact économique, puisque on voulait savoir le coût de la ration. À ce jour, je ne peux pas répondre vraiment en détail parce que d'un point de vue économique et en fonction de la situation dans laquelle on était en 2021, je ne peux pas extrapoler le prix de la ration, sachant que c'était pour des petites quantités d'un point de vue expérimental. Donc aujourd'hui, je ne peux pas répondre. Donc ça ne va pas donner une bonne réponse. Et en revanche, pour l'aspect environnemental, de par la relocalisation des ressources, on sait qu'on peut avoir un impact environnemental un peu plus faible. Ça n'a pas été analysé, je n'ai pas eu le temps. Mais voilà, une analyse de cycle de vie va être bientôt démarrer pour évaluer cette empreinte environnementale dans son système en entier. Mais voilà, donc je n'ai pas pu le faire.
J'ai pas de réponse aujourd'hui, mais il y aura des réponses plus tard, ça c'est sûr. Ok, donc c'est au sein de l'équipe de l'INRAE dans laquelle toi tu travaillais, c'est ça qu'il y a cette continuité? C'est ça. Mes données sont reprises pour un système et pour un projet encore plus large sur la qualité globale au sens large. Et donc, c'est très valorisant de savoir que c'est pas à perte et ces données-là vont pouvoir permettre d'avoir des analyses de cycle de vie encore plus complètes et fournies sur un système bio dans sa généralité. Donc oui, c'est des résultats qui vont sortir bientôt. Donc oui. Ok. Alors, si tu devais résumer les principaux enseignements de ta thèse, notamment pour les professionnels, ce serait quoi? Moi, je leur dirais qu'il existe une voie d'élevage en fait, qui permet d'améliorer le bien-être animal des animaux, tout en ne dégradant pas certaines propriétés de la qualité. Et en fait, on s'est rendu compte que la ration qu'on a pu élaborer, qu'on a pu mettre en place, c'est une ration qui peut être extrapolée et qui peut être transférée à d'autres agricultures. Et en fait, l'agriculture bio aujourd'hui, c'est un vivier d'innovation qui permet d'aller vers de donner des idées et d'aller vers des systèmes plus vertueux, qui veulent être plus vertueux, qui veulent être peut-être plus agroécologiques. Et donc, on peut innover dans le bio, c'est possible. Et ça peut s'étendre évidemment à d'autres agricultures. Et donc voilà, c'est très positif. Ok, super. Effectivement, ça rentre aussi dans le modèle de la chaire agriculture biologique, puisque on veut s'appuyer sur les innovations effectivement qui sont faites dans le modèle AB par ces contraintes restrictives du cahier des charges, mais aussi ses ambitions. Il y a forcément de l'innovation et on sait qu'on peut la transférer dans d'autres modèles et participer à la transition agroécologique de manière générale. Alors, si un éleveur est intéressé par cette expérimentation et qu'il veut peut-être la reproduire ou avoir plus de détails, où est-ce qu'il peut se renseigner sans avoir à lire les 300 pages de ta thèse? C'est fort dommage, déjà. Je recommande ce manuscrit. Non, évidemment, on a pu valoriser ces travaux à travers pas mal de productions écrites. On a des articles scientifiques, on a des articles pour la presse professionnelle, notamment des fiches techniques qui ont été écrites et rédigées avec des collègues donc, de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, de la FNAB et de l'ITAB notamment. Donc vous pouvez directement aller voir sur le site Produire Bio qui recense ces fiches techniques, des webinaires dans lesquels on a pu participer aussi et voilà d'autres articles qui sont disponibles en libre accès. Ok, donc il y a déjà eu ce travail déjà de transfert vers le monde agricole et professionnel. Oui, déjà. Et donc le lien de ces fiches sera disponible sur la page du podcast. Tu as soutenu en décembre 2024, on est en avril 2026 aujourd'hui. Est-ce que tu travailles toujours sur ce sujet? Non, je ne suis plus sur ce sujet-là, je ne suis plus sur le système de la qualité chez les porcs. J'ai changé de modèle d'études, mais je suis toujours dans le bio. Je travaille maintenant dans une start-up qui s'appelle Fungit et qui travaille sur la valorisation des coproduits agricoles avec des champignons filamenteux qui utilisent un processus ancestral en Asie qui s'appelle la fermentation en milieu solide, grâce auquel on peut avoir à la fin une farine avec des propriétés aromatiques très intéressantes qu'ensuite on revend pour l'alimentation humaine. Donc on reste dans ce spectre de l'agriculture biologique, de limiter le gaspillage agricole et d'économie circulaire. Ok, donc c'est utilisable en alimentation biologique parce que du coup c'est un arôme naturel qui est fait à partir du champignon. Exactement. Et à partir de coproduits bio. Exactement. Ok, merci beaucoup Chloé pour ce partage. Merci à toi. Si vous voulez aller plus loin ou retrouver le travail de Chloé, toutes les informations nécessaires sont sur la page de l'épisode. Et pour vos questions, vous pouvez bien sûr contacter directement l'équipe de la chaire agriculture biologique par mail, LinkedIn ou Instagram. À bientôt.